Alors, Joseph Daher, bonjour. On te voit aujourd'hui dans le contexte de l'annonce récente de l'Université de Lausanne de sa décision de ne pas renouveler ton contrat pour des raisons liées à ton soutien au mouvement étudiant pour la Palestine. L'université prétexte pour ça le prêt de ta carte d'accès à une étudiante, une pratique qui est plutôt courante pourtant au sein de la communauté universitaire. Mais on voit bien que ça n'est que le support d'une volonté de fond de se débarrasser de toi, qui est connue pour ton engagement militant sur ces questions dont tu es expert à titre académique avant tout. On voulait donc avoir l'occasion de te poser quelques questions pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe et entendre ton analyse de la situation. Depuis quelques années, on observe une criminalisation des mouvements sociaux et syndicaux en Suisse et ailleurs dans le monde dit occidental, notamment contre les militantes et militants pour la Palestine qui font face à des réactions d'une rare violence, que ce soit dans le discours ou dans la répression. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène? Tout d'abord, merci beaucoup pour, cette invitation et partager, mes explications, avec vous. Comme vous le dites très bien, hein, mon cas personnel, n'est pas isolé, mais s'étend dans des dynamiques beaucoup plus larges, politiques, qui se sont accélérées, après le 7 octobre et qui ont particulièrement touché, les individus dans le monde académique, mais pas simplement. On voit dans le monde de l'art, dans différents, domaines, des formes de répression, de criminalisation, de pression contre, des personnes justement qui, défendent, les droits humains, qui, s'opposent à un crime de guerre génocidaire comme caractérisé par la Cour internationale de justice, par différentes, organisations, de droits humains, et y compris, à l'intérieur de l'État d'Israël. Ou bien qui, cherchent à encourager des formes de boycott institutionnel et non individuel. C'est une différence, très importante. Notre problème n'est pas avec, en soi le citoyen israélien ou la citoyenne israélienne, mais avec les institutions de l'État d'Israël, et des institutions qui aident à la mise en place d'un régime d'apartheid, colonial, raciste, encore une fois, tel que caractérisé par des organisations de droits humains que je ne pense pas qu'on peut accuser de gauchisme, telles Amnesty International, Human Rights Watch, ou bien une organisation israélienne qui s'appelle B'Tselem. Donc, on a très certainement vu une accélération depuis 7 octobre. Pourquoi? Il y a deux dynamiques principales, je pense, importantes. Tout d'abord, il y a une montée de l'autoritarisme qui est liée à la crise du capitalisme depuis 2008. Le modèle, l'hégémonie politique du néolibéralisme autoritaire est en crise depuis lors. Et malheureusement, le pôle alternatif de gauche a du mal à s'imposer. Et dès lors, la politique a horreur du vide. C'est surtout d'un pôle d'extrême droite, fascisant, qui s'est développé à travers le monde et qui touche également les sociétés européennes. Car il faut se rappeler, c'est pas un gouvernement de droite ou d'extrême droite qui a, par exemple, interdit en France les premières manifestations pour la Palestine en 2014. C'était le Parti socialiste de François Hollande. Donc on voit une montée de l'autoritarisme qui est liée à cette crise profonde du capitalisme et de crise d'hégémonie politique du néolibéralisme autoritaire et qui s'étend à toutes les strates de la société. Les soi-disant lois dites contre l'antiterrorisme, qui ont commencé depuis 2001, ne s'arrêtent pas au dit terrorisme, mais peuvent toucher, par exemple, on l'a vu à plusieurs reprises, des syndicalistes, des écologistes, des féministes et autres militants pour la Palestine. Et ça, c'est la première dynamique qui est cette montée de l'autoritarisme liée à la casse sociale, à la fin de l'hégémonie idéologique, ou en tout cas la remise en cause de l'hégémonie idéologique du libéralisme autoritaire, et une montée des pôles fascisants extrême droite qui poussent aussi ces politiques. Le deuxième élément, je pense, qui est très important, c'est bien sûr, après le 7 octobre, c'est que les mobilisations en faveur de la Palestine regroupent des gens avec des backgrounds culturels, politiques différents et qui font des accumulations d'expériences politiques en commun qui font peur généralement aux classes dirigeantes, parce que ceux et celles qui se rassemblent au sein de la question palestinienne sont généralement des gens qui remettent en cause la société dans laquelle on vit, que ce soit au niveau des droits démocratiques, au niveau des droits sociaux. On veut plus de justice sociale, plus d'égalité, on s'oppose au racisme. Et tout cela fait peur, que ce soit aux classes dirigeantes néolibérales autoritaires, mais également aux pôles fascisants. Et c'est pour ça que cette répression n'a cessé d'augmenter. Et parce que la question palestinienne, dans ce cadre-là, ne se limite pas simplement à une question internationaliste, mais pose aussi des questions fondamentales dans notre société. Quelle société démocratique voulons-nous? C'est inacceptable que des manifestations soient interdites, des conférences soient interdites, ou
et faut faire la boucle, que les droits académiques, les droits de liberté d'expression soient remis en cause. Finalement, la défense de droits démocratiques fondamentaux du peuple palestinien, mais aussi de nos sociétés. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette montée de la répression, la criminalisation, de soutien vers la Palestine et du peuple palestinien, et surtout de la justice finalement, mais qui pose aussi des questions fondamentales sur quelle société voulons-nous ici. Dans ce contexte tendu, les universités et beaucoup d'autres institutions, publiques ou parapubliques, sont aussi appelées à se positionner et on a parfois l'impression qu'elles adoptent des politiques à deux vitesses vis-à-vis de leurs partenariats. Qu'est-ce que tu penses de leur attitude dans cette crise géopolitique et quelles conclusions on devrait en tirer? Moi, je pense qu'il faut d'abord dire, une chose relativement claire, c'est que un certain nombre d'universitaires et académiques qui se sont, pour une grande majorité, investis sur la défense des droits fondamentaux du peuple palestinien après le 7 octobre et pour certains et certaines avant. Moi, ça fait longtemps que je défends cela, que ce soit dans un cadre académique ou en dehors, mais toujours dans une rigueur scientifique, que j'essaye de poursuivre. C'est de dire: on n'isole pas, pour nous, l'État d'Israël n'est pas un cas isolé ou séparé des dynamiques d'autres États autoritaires, despotiques, et autres. Vous pouvez m'interviewer juste après une conférence que j'ai pu donner sur la Syrie, pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je suis originaire de Syrie, j'étais impossible de rentrer depuis 14 ans, mais j'ai aussi participé à d'autres campagnes dans mon cadre académique pour dire: «Nous ne voulons pas de relations institutionnelles avec des universités qui répriment leurs étudiants, étudiantes, leurs professeurs, leurs corps enseignants, qui contribuent à des violations de droits humains». D'autres profs ont participé à des campagnes pour la libération de collègues iraniens, iraniennes en Iran et autres. Dans ce cadre-là, c'est déjà posé la question fondamentale. Notre engagement s'inscrit dans un engagement international et internationaliste et de droits démocratiques fondamentaux pour leur défense, quelle que soit la nationalité, la confession, et autres. Donc c'est très important pour nous de dire que notre engagement dans le cadre palestinien n'est pas une exception, mais est la règle. Et que c'est d'autant plus surprenant dès lors pour nous, disons surprenant, une manière de poser les choses avec un questionnement vers les autres, de cette répression et criminalisation à notre encontre. Moi, j'ai par exemple participé au soutien aux universitaires de la paix réprimés en Turquie après 2016, pour l'accueil dans les universités suisses. Bon, moi, j'encourage de cesser des collaborations avec les universités qui virent leurs corps enseignants ou participent à ces violations des droits humains. Les institutions suisses académiques, Swiss Universities, n'a pas pris beaucoup de temps pour mettre fin aux relations académiques avec les universités russes. Et encore une fois, toute ma solidarité avec le peuple ukrainien face à une guerre impérialiste russe, et autres. Encore une fois, on n'est pas dans l'exception de la règle. Et donc, quand on vient à la question palestinienne, sur la demande aussi, de la population palestinienne qui s'est inspirée de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, du mouvement civil pacifique de boycott. Et le boycott dans tous ses aspects, économiques, politiques, culturels et académiques. Pourquoi? Parce que les universités israéliennes, depuis la fondation de l'État d'Israël, participent aux violations des droits humains de cet État et actuellement participent, de manière directe ou indirecte, aux crimes de guerre de génocidaires, contre la population de Gaza, répriment des étudiants qui s'opposent à cette guerre, répriment, des membres du corps enseignant qui dénoncent cette guerre ou les différentes formes d'oppression qui existent à l'intérieur de l'État d'Israël, du régime d'apartheid et autres. Donc pour nous, il nous semble absolument essentiel, et aussi par rapport à l'éthique de l'Université de Lausanne, par rapport à sa charte, d'empêcher des relations institutionnelles avec des universités qui collaborent à des violations des droits humains. Et d'ailleurs, à la suite de l'occupation de Lausanne qui a duré 2 semaines, une de nos demandes qui était celle-ci, un groupe de travail a été mis en place par l'Université de Lausanne pour analyser les relations institutionnelles. Et ils sont allés dans le même sens que nous dans un des objectifs, c'est d'empêcher des collaborations institutionnelles avec des institutions académiques qui violent les droits humains. Donc cela a simplement confirmé les demandes légitimes du mouvement étudiant et du cours enseignement en soutien. Donc, juste pour résumer, notre engagement dans ce cadre de boycott institutionnel, que ce soit pour la Palestine ou autre, la Palestine n'a pas été une exception. Ça a été la règle. Ça a été juste un suivi et une continuation
de nos démarches comme académiques, comme universitaires, qu'on nous avons fait dans le passé avec d'autres pays, d'autres institutions académiques qui violaient les droits humains. Le non-renouvellement de ton contrat par l'Université de Lausanne a donné lieu à un large mouvement de soutien, notamment une double pétition lancée par le collectif pour la liberté académique, la démocratie et la solidarité, qui a récolté à l'heure actuelle respectivement plus de 400 et 1700 signatures au sein de l'université et à l'international. C'est un soutien assez extraordinaire en si peu de temps, de l'Espagne aux États-Unis en passant par la Syrie. Qu'est-ce que ça dit de la place de ce sujet en Suisse et à l'international? Comme on l'a dit, mon cas personnel est le reflet de dynamiques beaucoup plus larges, de criminalisation, de répression contre les membres du corps enseignant, contre des artistes, contre des individus qui élèvent la voix pour dire non à un crime de génocide, au régime d'apartheid, et pour défendre les droits fondamentaux d'un peuple. Dans le drame qu'on est en train de voir depuis le 7 octobre, de cette guerre génocidaire, de cette nouvelle Nakba, qui est un processus continu depuis 1948, cette catastrophe dans laquelle l'État d'Israël a été fondé, a provoqué le départ forcé de plus de 800 000 Palestiniens, destruction massive de villages, de meurtres, et qui est un processus continu jusqu'à aujourd'hui. Dans ce drame qu'on vit aujourd'hui depuis le 7 octobre, le seul appel positif, c'est la montée de la conscientisation sur la question palestinienne à travers le monde. Des mobilisations qui n'ont pas de limite géographique. Un des meilleurs exemples, c'est aux États-Unis, dans lequel la participation aussi, je pense que c'est important de le noter, parce que au vu des accusations dont nous avons fait face, que ce soit le mouvement étudiant ou le corps enseignement, ici ou ailleurs, en faveur de la Palestine, les jeunes de confession juive aux États-Unis ont joué un rôle essentiel dans les occupations des campus. On peut voir Jewish Voice for Peace, c'est une organisation maintenant de centaines de milliers de personnes. Mais on a pu voir des manifestations en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Europe, à travers l'Europe. Donc, ce soutien, voilà, reflète l'indignation d'un certain nombre de réseaux, de personnes, qu'ils soient académiques ou pas, qu'ils soient engagés politiquement de manière massive ou pas, mais de dire: «Il est quand même bizarre, sinon inacceptable, de réprimer des personnes simplement pour avoir dit non à un génocide». Donc, voilà, il y a des personnes qui se mobilisent, c'est notre moyen d'action. La mobilisation, le collectif, ça prend différentes formes. J'ai la chance de bénéficier de ce soutien au niveau local, à l'Université de Lausanne, par les étudiants, le corps enseignant, et au niveau international, que ce soit par des réseaux de collègues, mais pas simplement encore. Des personnes indignées, simplement pour dire c'est inacceptable de réprimer pour avoir dénoncé une situation d'injustice. Et encore une fois, pour moi, c'est d'inscrire mon combat dans la règle et pas dans l'exception. J'ai dit, j'avais pas le droit de rentrer en Syrie depuis 14 ans à cause de mon opposition au régime syrien. J'ai participé à des campagnes politiques et de solidarité avec des universitaires de tous les pays du Moyen-Orient quand ils étaient réprimés, avec des prisonniers politiques et autres. Cette montée de la conscientisation sur la question palestinienne fait que voilà, les réseaux de solidarité s'augmentent, et on sait que notre force, c'est le nombre, c'est la solidarité. Nous n'avons pas le pouvoir, en tout cas toujours pas pour l'instant, donc c'est de créer des moyens de pression par en bas, des contre-pouvoirs et des formes de solidarité collective pour faire face à ces différentes formes de répression, de criminalisation. Et bien sûr, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça crée des formes d'expérience, d'accumulation politique qui, je crois, bénéficient à un grand nombre de personnes. Au-delà de la solidarité, on peut voir que toutes ces personnes qui sont mobilisées depuis 7 octobre, et c'est aussi pour ça que ça fait peur aux cercles dirigeants, ont accumulé des expériences ensemble, politiques, et qui pourront utiliser dans l'avenir pour reconstituer des pôles de résistance progressiste, populaire, par en bas. Dans de nombreux groupes de gauche en Suisse, il y a une rupture sur la question de la Palestine entre l'espace latin, donc francophone et italophone, et de l'autre côté l'espace germanophone, sous le signe respectif de l'atmosphère politique de la France ou de l'Allemagne. Comment est-ce que tu expliques cette séparation à travers des différences parfois assez fondamentales de grille de lecture politique face à la situation? Non, vous avez totalement raison dans le sens où je pense qu'il y a 2 caractéristiques ou 2 éléments fondamentaux de division au sein de la gauche, au niveau en Suisse. L'aspect géographique est bien sûr essentiellement à comprendre, pas simplement parce qu'on est dans des géographies différentes, mais parce que l'atmosphère politique est influencée par des dynamiques différentes.
la Suisse allemande est influencée par le débat politique allemand, qui est très fortement marqué par, voilà, une politique allemande de criminalisation, mais très forte, sur, la question de la dite raison d'État, de soutenir l'État d'Israël à cause de la faute, et du crime de la Shoah, un génocide, commis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui justifie les politiques de soutien à l'État d'Israël, et l'espace suisse allemand est très influencé par le débat politique en Allemagne, et qui ferme finalement l'espace politique pour la discussion, simplement pour le débat politique sur cette question, sans parler des mobilisations. On a pu voir les formes de répression, donc qui n'étaient pas limitées à l'espace géographique suisse-allemand, hein, durant les mouvements d'occupation, mais aussi le traitement qu'a pu subir le journaliste Ali Abouna, mais qui a été tout de suite arrêté, subi des injustices, une répression très sévère, qui n'a même pas pu faire des conférences finalement en Suisse allemande. Donc une répression relativement féroce qui influence le débat politique et également, les partis de gauche, de facto, hein, sur la, question palestinienne. Que par rapport à la Suisse romande, où c'est plus le débat français et où il y a eu des avancées, des expériences d'accumulation politique. Mais c'est là aussi la différence, je pense, la Suisse allemande par rapport à la Suisse romande, même au niveau, voilà, de niveau de la JS ou du parti socialiste. On peut voir qu'en Suisse romande, les membres de ces partis ont été influencés, ont participé à des mouvements de solidarité avec la Palestine, qui étaient très présents en Suisse romande et qui ça a été inspiré par la France, par les missions civiles depuis le début des années 2000, durant la dite deuxième intifada, des gens qui partaient en Cisjordanie occupée, allaient faire des expériences. Par exemple, mes premières expériences dans ces cas de missions civiles, c'est fin des années 2009, 2010. Et il n'y avait pas ces mêmes formes d'accumulation d'expérience aussi en Suisse allemande, qui pouvait y avoir en Suisse romande. Donc des personnes qui, depuis 3-4 décennies, sont investies dans la question palestinienne, dans la question de la solidarité internationale, et qui dépassent simplement la gauche radicale. Et ça influence aussi les bases, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'organiser une conférence avec des membres du Parti socialiste ou des JS en Suisse romande que en Suisse allemande. Donc c'est pas simplement l'influence du débat politique, mais c'est également les expériences qui ont été accumulées. Moi, j'ai pu bénéficier, d'un soutien, plus large en fait, des membres de PS, JS en Suisse romande. Mais je pense, voilà, il y a l'atmosphère politique, mais aussi l'accumulation d'expériences politiques qui explique, ces différences. Mais voilà, après il ne faut pas simplement s'arrêter à l'espace géographique. On voit aussi en Suisse romande, il y a, sur la question même au sein d'une certaine partie de la gauche, certains obstacles qu'on peut voir aussi en Suisse allemande. Donc il n'est pas simplement une question de Rüstigraben comme on dit. On ne peut pas nier, les expériences politiques sont différentes, et ce qu'on a pu accumuler en Suisse romande depuis 3-4 décennies permet des espaces politiques généralement plus larges. Mais il y a aussi d'autres débats qui marquent certaines parties de la gauche. Je dirais en France, par exemple, par rapport à la Suisse, la question, de laïcité. Il y a certains qui se revendiquent de plus grande, on va dire, de laïcardise qui peut paraître, à certains égards parfois, et moi, en me revendiquant laïque, hein, profondément, que ce soit ici ou ailleurs, mais d'une forme sous des soi-disant défense de la laïcité, d'islamophobie, et qui se retrouve dans la question palestinienne, qui se retrouve parce que c'est pas non plus immune, ces questions d'islamophobie sur la question palestinienne. Donc il y a le Rösti-Graben, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des différences idéologiques qui sont très présentes et que je ne pense pas qu'il faut aussi oublier. Aussi, il ne faut pas oublier le rôle d'une partie de la gauche sioniste, hein, qui est présente également dans les différentes groupes politiques de gauche, qui peuvent être opposants au gouvernement Netanyahou et autres, mais qui défendent la nature étatique telle quelle de l'État d'Israël, du régime d'apartheid, qui refuse le droit au retour et autres. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en considération. On sait que BDS va lancer bientôt une campagne de dénonciation du financement d'UBS dans l'entreprise d'armement et de drones militaires Elbit Systems, qui est aussi implantée en Suisse. Pourquoi est-ce que c'est important, d'après toi, de s'attaquer à ces financements des banques suisses et des grandes entreprises? Je pense que c'est absolument essentiel. Les investissements privés sur les marchés financiers, d'entreprises qui participent ou qui facilitent ou qui encouragent les politiques d'occupation, de colonisation, devraient être dénoncés parce qu'ils violent les droits humains de base. D'ailleurs, c'est une violation du droit international, la colonisation, l'occupation. C'est reconnu d'ailleurs même par nos États. Si on est conséquent avec l'idée de deux États souverains, qu'on soit pour ou contre, hein,
Mais si on est conséquent avec, la colonisation et l'occupation est en directe contradiction avec l'implémentation d'une telle solution. Dès lors, des entreprises, des banques qui participent à faciliter, à encourager ces phénomènes, ces dynamiques, violent le droit international, dès lors, devraient faire l'objet, bien sûr, de sanctions internationales, de sanctions locales, mais également d'un boycott des citoyens et citoyennes et des populations locales avisées et visant la protection des droits fondamentaux démocratiques. Et c'était aussi une demande, revenons aussi à une chose fondamentale, le mouvement boycott des investissements sanctions est une demande qui est venue des Palestiniens et Palestiniennes, de la société civile palestinienne, et qui s'inspire du mouvement civique, du mouvement de boycott contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Donc je pense que c'est absolument essentiel également. Tu parlais de Elbit, qui est une compagnie qui participe aux crimes de guerre. Donc nous avons une université pas loin, qui s'appelle le PFL, qui multiplie les contrats publics, partenariats privés avec des compagnies privées israéliennes de l'ordre de l'intelligence artificielle, mais également armées de type Elbit et autres, qui violent le droit international, qui violent les droits humains fondamentaux. Cela est inacceptable. Et c'est encore pour ça qu'on appelle au boycott institutionnel dans ce cadre-là. Mais le boycott économique est également une arme qu'il faut utiliser, qu'il faut répandre au sein de la population. Mais il n'y a pas un boycott qui est uniquement limité à un boycott individuel. Ça doit être un boycott sur une action collective. Faisons-le collectivement. Il ne s'agit pas simplement d'une question du consommateur qui sera clean ou de la consommatrice qui sera clean. Il s'agit d'une action collective à mener. Donc, c'est-à-dire, il faut dénoncer, il ne faut pas simplement boycotter ces genres de produits, que ce soit financiers ou autres, mais il faut des actions collectives qui dénoncent les violations des droits humains de compagnies privées qui ont pignon sur eux dans nos sociétés. Donc vraiment, il ne s'agit pas simplement d'une démarche individuelle, mais véritablement collective. Et dans ce cadre-là, je pense que l'action du boycott, dans le sens du BDS, tel qu'il est employé, est absolument salutaire. Ce qui nous permet aussi d'avoir des outils d'action, mais aussi de rendre compte d'une réalité palestinienne, de la société palestinienne, de quoi elle vit. Et bien sûr, voilà, des rôles des grosses compagnies qui n'est pas propre de nouveau. Et encore une fois, on n'est pas dans l'exception, on est dans la règle. On dénonce également le rôle des grandes compagnies lorsque, en Amérique du Sud, ils tuent des syndicalistes. On dénonce le rôle des grandes compagnies quand ils contribuent à la crise du dérèglement climatique. Donc encore une fois, notre action n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Et ça serait plutôt le contraire d'exceptionnaliser Israël. Et enfin, pour conclure, de manière générale, qu'est-ce que tu retiens de ton engagement et de celui des étudiantes et étudiants depuis l'intensification de la politique génocidaire et d'apartheid de l'État d'Israël? Je suis très fier des étudiants et étudiantes de l'Université de Lausanne qui, comme d'autres mouvements étudiants par le passé dans l'histoire, dénoncent une situation inacceptable, une situation d'injustice. Et en fait, comme c'est très souvent le cas à travers l'histoire, c'est par des mouvements d'en bas, par des mouvements populaires d'en bas, de pression par en bas, qui rappellent aux élites dirigeantes des responsabilités qu'ils devraient eux-mêmes et elles-mêmes mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'est inacceptable de collaborer institutionnellement avec des universités qui collaborent, qui participent à un crime de génocide, à un régime d'apartheid, qui criminalise, réprime les étudiants, le corps enseignant. Donc les étudiants et étudiantes aussi rappellent, à bien des égards, les principes de la charte de l'Université de Lausanne, d'engagement citoyen, de responsabilité, de créativité et autres. Notre rôle en tant que professeur, et tel qu'il devrait être pensé, c'est de transmettre un savoir critique, un engagement basé sur des considérations de justice sociale, de démocratie, d'égalité. Et quand des étudiants et étudiantes les mettent en pratique, c'est une grande fierté. Et qu'on joue un rôle de société. Les universités n'ont jamais été isolées des dynamiques sociétales. Les universités ont pu jouer à travers l'histoire un rôle d'avancement, de progrès social. Si on regarde le mouvement civique contre la ségrégation aux États-Unis dans les années 50-60, les universités jouaient un rôle important. De même pour la dénonciation de la guerre au Vietnam, les étudiants à l'université jouaient un rôle important. Quand il s'agissait de dénoncer, par exemple en Angleterre, la hausse des taxes étudiantes ou bien les différentes guerres de Gaza, ils jouaient un rôle important. En Tunisie, avant
la chute du dictateur Ben Ali, il a cherché à interdire les universités qui protestaient contre, sa dictature. Je suis très fier de faire partie d'une université où les étudiants se sont mobilisés pour défendre les droits fondamentaux, pour rappeler en fait à notre direction quelle devrait être sa responsabilité, quelles devraient être ses actions pour respecter les droits humains, pour respecter la dignité, d'un peuple opprimé. De même, je suis, voilà, très content d'avoir des collègues qui sont engagés, dans cette cause pour la défense des demandes légitimes des étudiants et étudiantes. Pour moi, ça allait de soi d'aller, dans ce mouvement, de le défendre, d'apporter, ma petite pierre, entre guillemets, «à l'édifice», d'y participer parce qu'aussi j'ai des convictions basées sur les défenses des droits démocratiques fondamentaux, mais aussi sur mon expertise académique, sur mon expertise de recherche. Je travaille cette région depuis plus d'une décennie. Je suis bien sûr originaire de cette région et bien sûr que ça influence qui je suis, qu'est-ce que je défends. J'ai pu aller sur place, j'ai pu aller en Cisjordanie, j'ai pu aller à Gaza, j'ai pu aller, dans la Palestine de 48, ce qu'on appelle l'État d'Israël. J'ai pu aller au Liban, en Syrie. Pendant 2006, j'étais pendant la guerre israélienne contre le Liban. J'ai dû fuir le Liban. Bien sûr, tout cela m'influe, mais mes convictions sont basées vraiment sur les droits démocratiques fondamentaux et encore une fois, je ne fais pas de différence de violation de droits humains, quel que soit le régime ou l'État. Et dans ce cadre-là, voilà, encore réaffirmer, ma très grande fierté, ma très grande admiration, pour les étudiants et étudiantes, dans leur mobilisation. Mobilisation, encore une fois, qui est pleine de conscience, qui est pleine de dignité. Et c'est eux qui enseignent là, à nos cercles dirigeants, à notre administration, à notre direction au sein de l'université, où devrait être leur priorité. Et de rappeler, ils rappellent leur charte, qui, pour moi, n'est pas respectée par la direction, qui devrait implémenter. Donc voilà, toute ma solidarité envers, le mouvement étudiant, ici et ailleurs, face à la criminalisation, parce que je voyais hier que 3 personnes, je crois, de Sciences Po Paris, 3 étudiants ont été, apparemment virés pour leur engagement, pour, la défense des droits démocratiques fondamentaux des Palestiniens et autres. Ma solidarité, ma sympathie, envers, mes collègues, qui se sont investis dans cette cause juste, mais qui, encore une fois, pour eux et elles, c'était normal, dans une continuité par rapport à des actions qu'ils ont pu prendre dans le passé. Donc voilà, tout simplement, content aussi d'avoir fait partie d'un mouvement qui en Suisse a duré 2 semaines, qui a aussi été un modèle à suivre. Il faut se rappeler que l'université de Lausanne a lancé en grande partie les autres occupations, tentatives d'occupation qui mènent à des certaines voies pour plus de justice. Le groupe de travail qui a été mis en place après, qui va dans notre direction, pour empêcher des collaborations institutionnelles qui violent, les droits humains. Donc tout cela, me réjouit malgré ma situation personnelle et voir qu'aujourd'hui on continue la lutte, est très important pour moi. Voilà.